Clothes on yaw, a Catholic the moment that came, because every sperm is sacred. Every sperm is brave. If the sperm is wasted, God is quite irate. Let the heathens build theirs on the dusty ground. God shall make them pay for each sperm that can't be found. Le Graal apparaît pour la première fois dans un roman de Chrétien de Troyes, un écrivain de cour champenois du XIIe siècle. C'est dans le Conte du Graal, sa 5e et dernière œuvre connue, et celle-ci est non seulement la plus longue, mais il l'a laissée, semble-t-il, inachevée. Chrétien de Troyes aurait eu pour cela une bonne excuse, il était mort. Dans le Conte du Graal, Perceval quitte sa mère, une veuve qui l'a élevée seule dans une maison perdue dans les bois, pour rejoindre la cour du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Incroyablement naïf, il tente d'appliquer ce que sa mère lui a dit de faire, souvent à tort. Trop bavard, Perceval s'initie aux armes auprès d'un mentor qui lui dit qu'il ne faut pas trop poser de questions. Quiconque bavarde trop risque de dire quelque chose qu'on lui reprochera comme une vilainie. Grand mal lui en prendra. Un jour, Perceval se retrouve dans un château, sorti de nulle part, avec un roi très malade, le roi pêcheur, qui lui donne une épée et un bon repas. Un valet traverse la salle avec une lance qui saigne de la pointe et coule le long de la hampe jusqu'à sa main. 2 autres valets tiennent des chandeliers sur lesquels brûlent des cierges. Une demoiselle marche entre eux, portant le Graal, ou plutôt, selon les mots de Chrétien de Troyes, portant un Graal. Puis une autre demoiselle la suit, qui porte un tailloir. La lumière qui se dégage du Graal est si grande que les chandelles perdent de leur éclat. Le jeune homme n'ose pas questionner sa présence parce qu'il se souvenait de l'avertissement du maître qu'il avait fait chevalier et qui lui avait enseigné et appris à se garder de trop parler. Un peu plus tard, le Graal repasse une 2e fois. Perceval reste muet. Le lendemain, quand il se réveille, le château est vide. Tout le monde a disparu. Il sort et le pont-levis se referme derrière lui. Perceval rencontre une jeune fille qui se trouvait être sa cousine, qui pleure un chevalier à la tête tranchée. Perceval lui apprend qu'il a passé la nuit dans le château du roi pêcheur. Elle lui demande « Avez-vous vu le Graal ? Qui le portait ? D'où venait-il et où allait-il » Quand il lui dit qu'il n'a pas posé de questions, elle s'exclame « Tant de choses auraient pu être rétablies si seulement tu avais posé la question. Le roi serait guéri, ses membres auraient retrouvé leur vigueur, il régnerait à nouveau sur son pays et tout serait rentré dans l'ordre. Mais maintenant, il en coûtera cher à toi-même et à autrui. » Dans des romans ultérieurs, inspirés par celui-ci, d'autres auteurs essayeront de donner une plus grande consistance à ce qui n'était qu'un objet étrange. Chez Robert de Boron, le Graal serait le récipient avec lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ. Dans Pérédur, un récit associé au Mabinogion gallois, on trouve sur le cortège, en lieu et place du Graal, une tête coupée au milieu d'un plat. Dans le Parsival de l'écrivain allemand Wolfram von Eschenbach, le Graal n'est plus un vase ou un plat, mais une pierre incandescente. L'étymologie du mot Graal est incertaine. On trouve néanmoins dans une chronique du XIIe siècle du moine cistercien Élinan de Froimont une définition. Le Graal, appelé gradalis ou gradalé en langue vernaculaire, est un grand plat de service assez profond dans lequel des mets précieux sont présentés avec leur jus, bouchée par bouchée, offerte à profusion parmi les plus variés des banquets. Ce plat est d'ailleurs appelé Graal parce que c'est un récipient agréable et adapté. On proposera différentes hypothèses sur les sources folkloriques du récit de Chrétien de Troyes. Le Graal serait un écho du récipient magique ou de la corne d'abondance des mythes et légendes. Un objet miraculeux qui permet de régénérer la fertilité de la terre. Parfois, il redonne la jeunesse, parfois il a le pouvoir de guérir ou d'opérer des métamorphoses. Présents dans toute l'Europe, les romans arthuriens disparaîtront après le XVe siècle et avec eux, la fascination pour le Graal. Celle-ci reviendra au XIXe dans le symbolisme, l'opéra, l'ésotérisme. La quête du Graal devient alors synonyme de la recherche de l'absolu, comme dans la chanson de John Lennon, Mind Games, en 1974. Nous jouons à des jeux de l'esprit, ensemble. On repousse les limites, on plante des graines. Ce que nous faisons, c'est une guérilla spirituelle. On chante un mantra, la paix sur terre. Nous jouons à ces jeux de l'esprit depuis toujours.
Comme des mecs un peu druides, on lève le voile. Nous faisons une guérilla spirituelle. Certains appellent ça la magie, la quête du Graal. On retrouvera la quête du Graal en 1975 dans ce qui est pour beaucoup de gens un des plus grands, si ce n'est le plus grand, film drôle de l'histoire du cinéma. Un film qui, tel une corne d'abondance ou un récipient magique, renouvelle toujours notre joie et régénère la puissance du mythe à travers sa parodie. Monty Python and the Holy Grail, en français, Sacré Graal. Bienvenue dans la fin du film, épisode 13, Sacré Graal des Monty Python, prélude au non-sens de la vie. Sacré Graal commence par un générique sur fond noir, très sobre, mais il y a une anomalie, des sous-titres suédois qui n'ont rien à faire là et ont leur vie propre, passant de publicités encourageant au tourisme à des histoires absurdes d'élan qui a mordu la sœur du sous-titreur. Le générique s'arrête, on nous informe que les responsables de ces mauvais sous-titres ont été virés. Il reprend, mais là ce sont les crédits eux-mêmes qui sont parasités par ces histoires d'élan. Les responsables des crédits sont virés à leur tour, et ceci s'achève de façon encore plus absurde, avec une accumulation de références à des lamas sur une musique mexicaine endiablée. Le film se passe en Angleterre, en l'an 93 au carré après Jésus-Christ, quoi que cela puisse vouloir dire. On entend des trot de chevaux dans le brouillard. Puis deux personnages apparaissent, le roi Arthur et son fidèle page Patsy, et on découvre que les sons sont ceux de deux coquilles de noix de coco, cognées l'une contre l'autre par Patsy. Le roi et son page arrivent devant un château. Ils ont une discussion avec un garde sur les noix de coco qui remplacent leurs chevaux, le fait qu'elles ne germent pas dans cette région, puis celui qu'elles aient pu être apportées en Angleterre par des oiseaux migrateurs comme les hirondelles, a priori incapables de porter un fruit si lourd. A 5-ounce bird could not carry a 1-pound coconut. Well, it doesn't matter. Will you go and tell your master that Arthur from the court of Camelot is here? Face aux conversations absurdes des gardes, Arthur et Patsy partent. Nous sommes dans un décor de Moyen-Âge abominable, avec de la crasse, de la boue et des morts partout. Arthur rencontre Denis, un paysan anachronique qui lui parle de lutte des classes. What I object to is they automatically treat me like an inferior. Well, I am king. Oh, Il king. est confronté à un chevalier noir qui bloque sa route et contre lequel il doit combattre. I am Arthur, King of the Britons. I seek the finest and the bravest knights in the land to join me in my court at Camelot. Arthur lui coupe un bras, puis deux, We're indeed brave tonight, but the fight is mine. Oh, had enough, eh? Look, you stupid bastard, you've got no arms left. puis les jambes, What are you gonna do, bleed on me? I'm invincible! et le chevalier noir veut continuer à se battre. Back here and take what's coming to you! I'll bite your legs off! Arthur arrive dans un village où les paysans s'apprêtent à brûler une sorcière. She's made of wood. And therefore... A witch! Un chevalier les départage par une logique aussi sophistiquée qu'absurde. Ce sera la première recrue du roi Arthur pour les chevaliers de la table ronde, Bédéver le Sage. Good Sir Knight, will you come with me to Camelot and join us at the round table? My liege, I would be honored! What is your name? Bedivere, my liege. Alors apparaît le livre du film, qui présente les principaux chevaliers recrutés par Arthur dans sa route vers Camelot. Lancelot le Brave, Sir Galahad, the pure, and Sir Robin, the not quite so brave as Sir les Lancelot. chevaliers arrivent ensemble à Camelot. 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 Contrairement à ceux-ci, plein d'admiration, Patsy fait remarquer qu'il s'agit d'une maquette. Only a model. Un son de tonnerre annonce l'apparition de Dieu en animation. Il leur confie une mission, la quête du Saint Graal. Arthur, King of the Britons. Behold, Arthur, this is the Holy Grail. Look well, Arthur, for it is your sacred task to seek this Grail. Les chevaliers arrivent devant un château appartenant au seigneur Guy de Loimbard, un Français. Arthur propose qu'ils les rejoignent dans leur quête du Saint Graal. Les gardes disent qu'il ne sera pas très intéressé parce qu'il en possède déjà un. Face à leurs insultes répétées,
Les chevaliers chargent, mais sont repoussés par des animaux catapultés par les Français. Right. Bédévere a une idée, inspirée de la guerre de Troie. Ils construisent non un cheval, mais un gigantesque lapin de bois et le déposent devant le pont-levis des Français. Les Français le font entrer, puis caché dans un fourré près du château, Bédévere explique au roi. Une fois la nuit tombée, nous sortirons du lapin et les chargerons par surprise. Les Français catapultent le lapin de Troie. Un clap, et nous nous retrouvons pendant le tournage d'un documentaire. Un historien raconte l'échec du roi Arthur face aux Français et la décision de passer à une nouvelle stratégie où chaque chevalier continuera la quête de son côté. Soudain, un chevalier passe dans l'image et tue l'historien. Le livre du film annonce un nouveau chapitre, la geste de Robin. Alors que son page chante son courage, Robin est confronté à un chevalier géant à 3 têtes. Shut up! Nobody really. Just passing through. Les 3 têtes se disputent sur la façon d'attaquer et Robin, pas si brave, en profite pour fuir. All right, not biscuits, but let's kill him anyway. Right. Puis c'est la geste de Galad le chasseur. Galad voit le Graal apparaître au-dessus du château d'Anthrax, occupé par 150 jouvencelles. Il est reçu par Zout, qui lui offre l'hospitalité. Galad demande à voir le Graal, mais il s'agit d'un malentendu. You are the keepers of the Holy Grail? The what? The Grail! It is here! Zout, explique sa sœur jumelle Dingo, a allumé un fanal au motif de Graal. She has been setting light to our beacon, which I've just remembered is grail-shaped. It's not the first time we've had this problem. It's not the real Grail! Dingo lui dit que Zout doit être punie. Elle doit être fessée, ainsi qu'elle-même et les 148 autres, puis ce sera le coït buccal. Well, I could stay a bit longer. Galad ne se sent plus si chaste, mais au dernier instant, il est secouru, bien malgré lui, par Lancelot le Brave. Pendant ce temps, Arthur et Bédévere apprennent, dans la scène 24, de la bouche d'un vieil homme, l'existence d'un enchanteur, d'une caverne et d'un pont de la mort qui apparaîtront sur leur chemin vers le Graal. And this enchanter of whom you speak, he has seen the Grail? Puis ils se confrontent aux chevaliers qui disent « ni ». Les chevaliers qui disent « ni » exigent un jardinet, sinon ils les tueront. What? Please, no more. We will find you a shrubbery. You must return here with a shrubbery. Un flash rapide sur l'époque contemporaine nous montre des policiers qui constatent la mort de l'historien. Et c'est la geste de Lancelot le Brave The Tale of Sir Lancelot. qui part sauver ce qui croit être une princesse prisonnière, mais qui est en réalité un prince, forcé par son père d'épouser la fille d'un riche seigneur. Au milieu d'une fête pleine de gens parfaitement inoffensifs, sous prétexte de faire le bien, Lancelot massacre absolument tout le monde, en riant comme un psychopathe. Arthur et Bédévere ont trouvé un jardinet pour les chevaliers qui disent « ni », mais ceux-ci ont changé d'identité. Ils sont désormais les chevaliers qui disent « eki patang » et exigent un autre jardinet. We are now no longer the knights who say ni. We are now the knights who say eki fatang zoom boing. Pendant que la police continue son enquête, le roi Arthur et Bédévere sont rejoints par les autres chevaliers. Ils rencontrent l'enchanteur Tim, qui les guide vers la caverne de Caer Banog, où une inscription est supposée révéler la cachette du Graal. L'entrée de la caverne est gardée par une créature cruelle. C'est un lapin. Les chevaliers chargent, mais le lapin tue beaucoup d'entre eux. Ils ont besoin de la sainte grenade d'Antioche, qui leur est apportée par le frère Ménard. Amen. Right. 1, 2, 5. 3. La sainte grenade explose le lapin, une explosion qui est entendue par les policiers.
Les chevaliers entrent dans la caverne et trouvent des écritures en araméen. Frère Ménard lit les dernières paroles de Joseph d'Arimathie. He who is valiant and pure of spirit may find the Holy Grail in the castle of... Soudain, un monstre apparaît en animation qui mange le frère Ménard. Les chevaliers fuient. Ils semblent sur le point d'être dévorés à leur tour par le monstre quand le dessinateur qui faisait le dessin animé meurt subitement d'une crise cardiaque. When suddenly, the animator suffered a fatal heart attack. Les chevaliers atteignent le pont de la mort où ils retrouvent le vieil homme de la scène 24. He is the keeper of the Bridge of Death. Celui-ci pose 3 questions auxquelles le chevalier qui traverse le pont doit répondre, ou alors il tombera dans les gorges du péril éternel. Lancelot passe en premier. Les 3 questions. Il doit dire son nom, sa quête et sa couleur préférée. Il répond et passe sans difficulté. What is your favorite color? Blue. Right, off you go. Oh, thank you. Thank you very much. Robin, le pas si brave, rassuré, le suit immédiatement. Mais la 3e question a soudain changé. Le vieil homme lui demande le nom de la capitale de la Syrie. I don't know that. Robin tombe dans les gorges du péril éternel. Galahad se lance. Il est confronté aux 3 mêmes questions que Lancelot, mais il se trompe sur sa couleur préférée et tombe dans les gorges du péril éternel. Au tour du roi Arthur, à qui le vieil homme demande à quelle vitesse vole une hirondelle. What do you mean? An African or European swallow? Huh? I don't know that. Il tombe dans les gorges du péril éternel. Passé le pont, Arthur et Bédéver cherchent Lancelot, mais celui-ci a déjà été arrêté par la police. Un drakkar viking apparaît, sur lequel Arthur et Bédéver partent en direction du château de Haarg. Le film devient lyrique, épique, poétique. On arrive devant le château, les héros sont à la fin de leur quête, ils s'agenouillent et remercient Dieu quand ils reçoivent des animaux sur la tête. C'est encore les Français. Jesus Christ! Hello, dappy English kniggets and Monsieur Arthur King who has the brain of a duck, you know. Arthur et Bédéver décident d'attaquer le château, soudain rejoints par une immense armée. Fire for attack! Mais ils sont coupés dans leur élan par l'arrivée de la police qui les arrête pour le meurtre de l'historien. They're the ones, I'm sure. Come on, anybody else to go to? I'll come to back. Back right away. Un policier cache l'objectif de la caméra. All right, Sonny, that's enough. Just pack that in. Fin du film. Les Monty Python sont un groupe de 6 humoristes. 5 Anglais, Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle. Un Américain, Terry Gilliam, auquel on peut adjoindre le 7e Python, l'actrice anglo-américaine Carol Cleveland, ou le chanteur Neil Innes, qui compose des musiques et apparaît régulièrement à leur côté. Même si Terry Jones, conscient ou non de l'analogie avec l'imam caché de l'islam chiite et bien sûr du 5e Beatle, a plutôt parlé en interview du 7e Python comme de cette personne manquante, l'esprit d'imagination dont on éprouve tous l'attente. Comme l'écrit Adrian Besley. Il a souvent été noté qu'à l'automne 1969, au moment où les Pythons ébauchaient la première saison du Monty Python's Flying Circus, un autre groupe phare, les Beatles, était au bord de la séparation. George Harrison, le fan le plus célèbre des Monty Python, était convaincu que l'esprit des Fab Four se perpétuait dans le Surreal Six. En termes d'originalité, de créativité et de popularité, on ne pouvait pas lui donner tort. Né en 1941, Graham Chapman a tout d'abord fait des études de médecine à Cambridge. Fumant la pipe, c'est le membre du groupe qui a l'air le plus sérieux, le plus proverbialement anglais. Mais c'était aussi le plus excentrique. Il était ouvertement homosexuel, très drôle, alcoolique et toujours en retard. C'est le premier membre du groupe à mourir d'un cancer de la gorge en 1989. Dans Sacré Graal, il joue le roi Arthur. Né en 1939, John Cleese a fait des études de droit à Cambridge, où il a rencontré Graham Chapman au sein de la troupe de théâtre de l'université. Avec sa raideur et ses grandes jambes, c'est le plus névrotique des membres de Monty Python. Et ce sera rapidement le préféré des spectateurs pour son comique visuel, ses performances physiques, son intensité, ses accès de rage, de folie, de violence. Dans Sacré Graal, il joue Lancelot le Brave. Né en 1942, d'origine galloise, Terry Jones a fait ses études à Oxford. C'est le membre le plus cultivé du groupe. Il a notamment écrit un essai sur Chaucer, le plus politisé, à l'extrême gauche, mais aussi le plus enthousiaste au travail, le plus volontaire et perfectionniste. Curieux de tout, il a rapidement pris beaucoup d'intérêt dans la réalisation. Il est devenu le metteur en scène de leurs 3 films principaux. C'est le 2e membre du groupe à mourir, en janvier 2020,
Dans Sacré Graal, il joue Bédéver le Sage. Né en 1943, même s'il a toujours voulu être acteur, Michael Palin a suivi des études d'histoire à Oxford. Il a rejoint le groupe de théâtre de l'université où il a rencontré Terry Jones. C'est notoirement le plus gentil des Pythons, le plus affable, ne s'énervant jamais, et mieux encore, n'énervant jamais les autres. C'est aussi celui qui a eu la plus grande palette de jeux à sa disposition, pouvant absolument tout interpréter. Dans Sacré Graal, il joue Galahad le Pur. Né en 1943, Eric Idle est le membre le plus mystérieux du groupe et le plus isolé. C'est le plus conceptuel, le plus obsédé par le fait de jouer avec le médium lui-même. C'est aussi celui qui s'est le plus intéressé à l'esprit de son époque, la culture pop, et il est devenu très ami avec George Harrison. Il a composé les chansons les plus fameuses du groupe, comme celle qui clôt la vie de Brian, Always Look on the Bright Side of Life, et Galaxy Song, du sens de la vie. Dans Sacré Graal, il joue Robin le pas si brave. Né en 1940 dans le Minnesota, Terry Gilliam, l'américain du groupe, a commencé comme dessinateur de bande dessinée et auteur de romans photos dans le magazine Help, fondé par Harvey Kurtzman, un génie jamais assez célébré. Il est responsable de l'esthétique des Monty Python, à travers toutes les séquences animées. Et il joue de temps en temps des rôles peu bavards et très grimaçants. Il commencera sa carrière de réalisateur peu de temps après Sacré Graal, en 1977, avec Jabberwocky. Dans Sacré Graal, il joue le fidèle page Patsy. De 1964 à 1968, les Pythons participent à différentes émissions de la télévision anglaise, où ils se croisent, parfois travaillent ensemble, jusqu'à ce que la BBC propose à Cleese et Chapman de créer leur propre série, tandis qu'une autre chaîne, Thames Television, fait simultanément la même proposition à Palin, Jones, Idle et Gilliam. Finalement, ils travailleront tous les 6 pour la BBC. Cleese et Chapman écriront ensemble, Palin et Jones de leur côté, Idle tout seul, et Gilliam s'occupera des animations. Leur série Monty Python's Flying Circus commence en 1969 avec 2 saisons de 13 épisodes. Leur nom, le cirque volant de Monty Python, évoque l'idée d'une troupe dont le chef serait un type ni très clair ni très fiable, d'où le nom de Python, un serpent. L'essence de Monty Python n'apparaît que lorsque les 6 membres sont réunis, mais ils ne perdent jamais la marque de cette appartenance, même quand ils font cavalier seuls. L'impression qu'ils donnent est celle d'une équipe dont aucun n'est vraiment le chef, qui fonctionne avec un centre absent, voire une absence de centre. Le sentiment d'un chaos anarchique, ne montant pas de la base de la société, mais descendant de son sommet, des membres de la bourgeoisie qui deviennent dingues et détruisent tout. Anyone for tennis? Oh, super! What fun! I say, Lionel, catch! Mais comme l'écrit Robert Benayoun dans sa Bible « Les dingues du non-sens » publiée en 1977, leur apparence conventionnelle, ils ressemblent à de respectables banquiers du Strand, est un atout essentiel de leur abattage comique. Après 3 saisons, 2 livres et 3 disques, puis un premier film pas réalisé par eux, reprenant des sketchs de leur émission, les Monty Python vont faire une première réalisation originale avec Monty Python and the Holy Grail. Le film va être un immense succès, en particulier aux États-Unis. C'est également Sacré Graal qui va faire connaître les Pythons en France, où le film sera distribué par le réalisateur, acteur et producteur Yves Robert, encore un homme qu'on ne célèbre pas assez. Ils enchaînent ensuite avec une 4e et dernière saison, plus courte, sans John Cleese et appelée seulement Monty Python. John Cleese revient en 1979 pour le 2e film, La vie de Brian, un film qui se déroule à l'époque de Jésus et parle d'un homme qui n'est pas le Messie, mais que la foule désigne comme tel, bien malgré lui. Le film ne moque ni la croyance en Dieu, ni la parole de Jésus, mais ce que les hommes en font. Pourtant, il fera scandale, c'est peu de le dire. Il sera interdit pendant 8 ans en Irlande, 1 an en Norvège, ne sera pas distribué en Italie avant 1990 et sera même interdit à Jersey jusqu'en 2001. Bienvenue à Jersey, cette île anglo-normande de 100 000 habitants est à 22 km de nos côtes. La vie de Brian a une construction plus classique que Sacré Graal, un rythme moins déconcertant, mais il reste excessivement drôle et profond. Terry Jones est alors le seul metteur en scène. Un dernier disque hilarant, plein de chansons, Monty Python's Contractual Obligation Album,
sort en 1980, et en 1983, c'est leur troisième opus magnum, Le sens de la vie, à nouveau un film à sketch, dans l'esprit de leur émission télévisée, mais construit suivant les étapes d'une vie humaine, de la naissance à la mort. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. C'est leur dernière œuvre, les morts de Graham Chapman puis de Terry Jones, rendant impossible une nouvelle création de l'entité Monty Python. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Show it to the mother. That's enough. Sacré Graal est écrit par les Monty Python après leur troisième saison. Une première version du scénario, très différente, est écrite en décembre 1973. Celle-ci alternait les scènes médiévales et d'autres situées à l'époque contemporaine où les chevaliers continuaient leur quête du Graal et finalement, au lieu de ne pas le trouver, en trouver plein, notamment dans un rayon consacré au Graal dans un supermarché. En direct de Intermarché, les gens sont fous. Les gens sont fous. Mais pourquoi, monsieur, ils sont en train de se battre? Pour du Nutella, monsieur. Oui, pour du Nutella. Chauffe par terre, regarde. Viens-moi ça. Le scénario est repris et modifié jusqu'en mars 1974. Le tournage commence le 30 avril. Le film est réalisé par deux Pythons, Terry Jones, qui se concentre sur le jeu des acteurs, et Terry Gilliam, plus préoccupé par l'aspect visuel. How do two people who've never directed a film before in their lives direct a film? Well, I don't know. We're really learning as we do it. That's what's nice. We've been given a whole feature film to learn how to make films on. They're pretty good. Le film n'est pas financé de façon conventionnelle, mais par 8 investisseurs indépendants, fans des Pythons, qui n'ont pas cherché à modifier le film et leur ont laissé une liberté totale, dont les groupes Led Zeppelin et Pink Floyd. I'm interested in the way this film has been backed financially. We've got Pink Floyd, Led Zeppelin, we've got a lot of record companies, Ireland, Chrysalis, Charisma, and Michael White, the theatre producer. And, you know, that's, I think they are the real hardcore Python freaks, you know. Hello! Le même type de production non conventionnelle sera mis en place pour La vie de Brian, mais avec des sommes réunies bien supérieures, puisque c'est George Harrison qui le financera tout seul à hauteur de 4 millions de dollars, en hypothéquant sa maison et son bureau, et sans le leur dire. Le budget de Sacré Graal sera inférieur à 230 000 livres, ce qui entraînera beaucoup de limitations, par exemple les noix de coco remplaçant les chevaux, mais celles-ci ont largement contribué à l'humour du film. It was a very slow process because we never knew where we were going until we were nearly there. Parce que ce qui est drôle aussi dans Sacré Graal, c'est que c'est cheap. Comme dit Terry Gilliam, ça ne sert à rien de prétendre que c'est autre chose que ce que c'est. Tourner Sacré Graal s'est révélé pénible, dira Eric Idle. Difficult. Yes. And have they forced you into this, or is this something that? They asked me to do dirty things. Les acteurs doivent se rendre sur les lieux de tournage en minibus, qu'ils conduisent eux-mêmes. They ask you to do dirty things. Like what? I mean, can you tell me some of the things they want you to do? Ils logent dans des hôtels minables. Oh, that's outrageous. I mean, haven't you told Equity about it? Yes, but Equity asked me to do it too. They asked you to do it too? I think that's outrageous. I mean, haven't you appealed to the director? Yes. Who's the director? Director asked me to do it too. En 1996, Eric Idle proposera une idée de suite à Sacré Graal et un projet de dernier film pour les Pythons, The Last Crusade, dans lequel les Pythons reprendraient leur rôle de Sacré Graal, à l'exception de Graham Chapman, décédé en 1989, et se réuniraient pour partir en croisade et apporter les cendres du roi Arthur à Jérusalem. Le projet sera rapidement abandonné. Qu'est-ce qui fait le style des Monty Python ? Tout d'abord, dès leur émission de télévision, c'est l'abandon de la chute dans un sketch comique. Nous en avions ras-le-bol du sketch traditionnel, bien ficelé, dira Graham Chapman, doté d'un commencement, d'un milieu et d'une chute inévitable. Quand nous avions une idée, nous voulions être libres de l'expédier en quelques secondes ou de la conserver pendant toute la demi-heure si ça nous plaisait. Ce qui entraîne la nécessité de mêler les sketchs les uns aux autres, de les installer dans l'espace comme s'il s'agissait de cellules communicantes. Les personnages d'un sketch se retrouvent dans le sketch suivant, où l'un des personnages va être sélectionné par un tiers pour y apparaître, comme si ceux-ci continuaient à exister parallèlement dans un même univers terrible. Dans le premier épisode de la deuxième saison, on voit une file de vendeurs de cuisinières dans une rue que traversent les différents personnages des sketchs suivants.
Et dans le troisième, c'est un bureau, mais éclaté dans une forêt, avec un employé dans un coin, 2 collègues devant une machine à café dans une autre, une secrétaire qui passe d'un espace à l'autre, et les personnages des autres sketchs qui les croisent à un moment ou à un autre dans le reste de l'épisode. Dont un évêque qui répète tout seul un sketch qu'on ne verra pas dans celui-ci, mais qui va réapparaître dans d'autres épisodes. Les animations de Terry Gilliam, avec ses collages de photos, ses formes rondes et ses couleurs à l'aérographe, font également le lien entre les sketchs en réutilisant des figures ou des thèmes du sketch précédent pour les connecter au suivant. Dans le 2e épisode de la 2e saison, par exemple, on tranche la tête d'un personnage pour être utilisé dans une animation de Gilliam. Nous sommes dans un cosmos cruel, aux règles inconnues, un univers créé par un dieu fou et injuste, comme celui qui ouvre le sens de la vie, hésitant entre une terre ronde et une terre carrée, et conservant la terre carrée. Une autre signature du groupe, c'est que les Pythons jouent presque tous les rôles, toujours, sauf quand il doit y avoir plus de 6 personnages dans un plan. Ils excelleront en particulier dans les vieilles dames, les Pepper Potts. Oh, hello, Mrs. Premise. Hello, Mrs. Conclusion. Busy day? Busy? I just spent 4 hours burying the cat. C'est une convention que le spectateur non seulement accepte, mais dont il ne supporterait pas la suppression, parce que personne n'est capable de jouer du python, à part un python. Une exception de taille est Carol Cleveland, qui interprète avec un naturel désarmant la grande majorité des personnages féminins non terrifiants. Dans Sacré Graal, elle joue Zoot et sa sœur jumelle Dingo. Zoot. Just Zoot. Leur type d'humour a été rangé dans la case du nonsense. Mais c'est une simplification. Les Pythons exploitent en réalité tous les styles d'humour, allant du plus simple au plus complexe, à l'instar des collages de Gilliam, qui juxtaposent des sources extrêmement diverses, affiches publicitaires, reproductions de tableaux, vieilles photographies d'avant-guerre et enluminures médiévales. Leur humour est un patchwork de styles. Comme dit Eric Idle, on trouve de l'humour visuel, de l'humour verbal, de l'humour intelligent, de la bêtise, de l'indécence, du raffinement et de la méchanceté, le tout alternant en permanence. Cependant, il y a quelque chose qu'ils sont quasiment seuls à faire, s'attaquer à la culture. La culture est peut-être leur cible numéro 1. Les Monty Python parlent assez peu de l'actualité et beaucoup de l'histoire ou du mythe. La philosophie, la littérature, la peinture classique ou moderne ne sont pas sacrés pour eux. Ils ne les traitent jamais avec vénération. Les Pythons sont sans le moindre doute les seuls humoristes à avoir fait rire en faisant référence à Proust, le concours où on doit résumer à la recherche de temps perdu en 15 secondes. You got 15 seconds from now. Michel-Ange, le sketch où il est convoqué par le pape parce qu'il a mis plusieurs Christ et un groupe de mariachi sur une représentation de la scène. La Nouvelle Vague, le pastiche de 1+1 de Godard, avec le couple dans une décharge publique, entrecoupé par des plans renvoyant la violence du monde, devenant de plus en plus absurde à mesure que le sketch avance. Le sommet de leur acharnement contre la culture est sans doute le match de football entre les philosophes allemands et grecs, où Kant, Nietzsche et Heidegger font face à Aristote, Épicure et Socrate, qui marque le premier but. Archimedes, Socrates. Socrates back to Archimedes. Heraclitus, a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. On a le sentiment de quelque chose de libérateur, quelque chose auquel tout le monde peut s'identifier, comme s'il délivrait les spectateurs d'un poids, le fait que cette culture pèse sur la vie. On fait rire sur ce qui fait souffrir. Et la culture, comme système d'intimidation, est également un instrument d'oppression. Elle peut générer de la honte pour ceux qui craignent de ne pas la maîtriser, ne pas être capables de la comprendre. Ce que font les Pythons, c'est qu'ils libèrent leurs spectateurs de cette honte, en montrant que même les acteurs de la culture doivent subir la pesanteur du monde. Nul n'est exempt de la violence absurde des hommes. Pour distinguer les styles d'écriture des membres du groupe, John Cleese dira, pour simplifier, la plupart des sketchs où sa gueule venait de Graham et de moi, tout ce qui démarrait dans un paysage de campagne sur fond de musique dramatique était de Mike et Terry, et tout ce qui tournait autour des jeux de mots jusqu'à en devenir insupportable était d'Eric. On pourrait dire également, Monty Python, c'est l'alliance de l'humour non-sensique et de l'esprit fantaisiste de Palin et de Jones, de la rage et de la fureur de Cleese et de Chapman, et de l'intelligence conceptuelle d'Idle, agrémentée de l'esthétique folle qui réunit toutes ces dimensions à la fois dans un mélange de collage de dessins de Gilliam. Un sketch typique de l'esprit de John Cleese dans Sacré Graal, c'est celui du Chevalier Noir. You
nonsense! Come back here and take what's coming to you! Ou celui de Lancelot tuant tout le monde dans sa mission de sauvetage. Un sketch typique de l'esprit de Palin et de Jones, c'est celui des paysans qui parlent de lutte des classes au roi Arthur, ou celui des chevaliers qui disent ni et demandent un jardinier. Firstly, you must find another shrubbery! Une idée typique d'Eric Idle, c'est le fait de finir le film par la main d'un policier sur la caméra et la bande qui s'arrête. Ce que fait Monty Python, ce n'est pas seulement de l'humour, ce n'est pas simplement de l'humour, c'est de l'humour élevé à une puissance infinie. C'est à l'humour ce que l'humour est au sérieux. Dans ce que font les Monty Python, tout fait tellement sens que ça prend l'apparence du nonsense. En fait, c'est d'un excès de sens qu'il s'agit. Leur nonsense ou non-sens ne cesse jamais de produire du sens à partir du non-sens de la vie. Alors, qu'est-ce qui fait le sens ou le non-sens de Sacré Graal ? Tout d'abord, la rivalité entre les Anglais et les Français qui ouvre et ferme la quête de nos chevaliers. Une rivalité historique. You don't frighten us, English pig dogs! Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries! Is there someone else up there we could talk to? Mais la rivalité entre les Français et les Anglais ne s'est pas exprimée que dans la guerre. Elle s'est exprimée aussi sous la forme plus discrète d'une querelle d'héritage sur la matière de Bretagne, source inépuisable de récits merveilleux, et du roi Arthur, revendiqué à la fois par la Bretagne, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Histoire excessivement complexe. Les premiers textes à citer le nom d'Arthur sont les Annales du Pays de Galles, écrites en 600, suivis de l'Historia Brittonum, écrite vers 828. Mais il apparaît déjà dans un récit élégiaque, l'histoire de Gogodin, avant 600. Cependant, c'est un Français, Chrétien de Troyes, qui initie avec le Comte du Graal cette fameuse quête au XIIe siècle. Quête qui sera reprise jusqu'à Thomas Malory au XVe siècle, un Anglais. Le livre de Malory, La mort d'Arthur, est si important pour la civilisation anglaise qu'Henri VII décidera d'endosser son héritage et de faire du roi Arthur son ancêtre. Ce qui donne un sens éminemment symbolique à la présence des Français dans Sacré Graal. En effet, ils ont déjà un Graal et on peut dire qu'ils sont arrivés en premier. Perfide France. Mais ce qui est vrai pour le Graal est peut-être également vrai pour cette absolue de l'humour, dont les Monty Python sont la plus grande incarnation en Angleterre. Parce que si les Anglais auront Swift, les Français ont eu Rabelais. Et lorsque les Monty Python apparaissent dans l'humour à la fin des années 60, ils ont un immense précédent en France, mais pas à la télévision ou au cinéma, dans la presse. C'est l'humour bête et méchant. C'est Harakiri. La terre est une crotte de nez que Dieu a fait dans son nez. Il en a fait une boulette qu'il a jetée au-dessus de sa tête. Tous les anges ont dégueulé, c'est comme ça que la terre est née. Y a rien de pire que l'ignorance, on construit en abondance. La praline caca chocolat. La praline caca chocolat. Avec une équipe de génies de l'humour sans précédent. Cavana, le professeur Cheron, Reiser, Wolinski, GB, Cabu, Delphine de Thon, Willem, Berroyer, sans compter tous ceux qui sont passés par Harakiri, Fred, Topor, Copy, Fournier. On peut dire qu'au moment où Monty Python apparaît, les Français ont déjà un Graal. Avec Harakiri, les Français sont arrivés en premier dans le château de Haarg. Les deux groupes ont un point commun, et qui explique qu'ils vieillissent si bien. C'est que leur humour a beau partir de la culture pour Monty Python, ou de l'actualité pour Harakiri, il renvoie toujours à quelque chose de parfaitement intemporel et universel, hélas, la violence. La violence, négociation préalable à la signature d'un accord entre deux individus, deux groupes, deux nations, comme l'écrit Stéphane Legrand dans le Dictionnaire du pire, un des livres les plus drôles des 50 dernières années, comme tout ce qu'écrit Stéphane Legrand d'ailleurs. La violence, le fait que les hommes n'aient pas cessé de pourrir la vie des autres hommes pour des clopinettes, est la matière première de l'humour et l'assurance de sa pérenne compréhensibilité. C'est le grand rire de Harakiri comme des Monty Python, et qui se situe très loin de la simple moquerie. Cela se voit dans le premier numéro de l'Hebdo Harakiri, par exemple, et la bande dessinée de Reiser sur les pendus de Bagdad. Les pendus de Bagdad, c'était ce qui faisait l'actualité au moment de la sortie du numéro. Ce n'est même pas la peine d'expliquer le contexte. Le récit de Reiser est d'emblée très compréhensible, avec les gens qui viennent contempler les pendus comme un beau spectacle, tous les stands de bouffe autour, ça fait marcher le commerce, un type qui est excité par la vue de la mort. Ça m'a tout remué, Aïcha, vite, vite. Comme le dit Delphine de Thon, qui revient sur leur épopée dans son chef-d'œuvre « Ma véritable histoire d'Harakiri Hebdo », ce qui ébahit Reiser, c'est que l'homme a inventé de pendre l'homme.
Sous prétexte de le sauver, ajouterons-nous. Harakiri est avec Monty Python, la grande aventure humoristique de la deuxième moitié du XXe siècle, celle qui reste toujours aussi puissante aujourd'hui. Et elle est aussi, à sa manière, une histoire de chevalerie. C'est face à la mort qu'on peut évaluer la nature de ce qu'il faut bien appeler leur engagement dans l'humour. À la mort de Graham Chapman, John Cleese et Michael Palin vont faire exploser de rire tout le monde lors de leurs oraisons funèbres. That a man of such talent, of such capability for kindness, of such unusual intelligence, should now so suddenly be spirited away at the age of only 48, before he'd achieved many of the things of which he was capable, and before he'd had enough fun. Well, I feel that I should say nonsense. Good riddance to him, the freeloading bastard, I hope he's fried. À celle de Reiser, l'équipe de Harakiri déposera une couronne de fleurs de la part d'Harakiri en vente partout, et Kavanagh nommera la nécrologie de son ami. Le dernier vivant se tapera toutes les veuves. Que nous montre encore Sacré Graal? La contradiction entre les ambitions des hommes et leur réalité. Et cette contradiction est presque la formule du génie de Monty Python. Cela peut passer par la pureté de Galahad, prêt à succomber aux avances des 150 jouvencelles du château d'Anthrax. Brutalement encore, le sketch nous parle de quelque chose de très simple, la sexualité réprimée comme instrument de soumission de la religion chrétienne. Voire, plus encore peut-être, par l'absurde petitesse des exigences des chevaliers qui disent « ni ». En dehors de sa dimension anachronique, obtenir un jardinet est une raison totalement ridicule de terroriser les hommes, de les menacer de mort. Mais l'histoire, ancienne comme récente, nous enseigne que les raisons pour lesquelles les hommes se tuent ou se font la guerre ne sont pas beaucoup plus sérieuses. Les guerres les plus terribles partent toujours de raisons ridicules. Il y a aussi l'invraisemblance de nos mythes. Que les Grecs aient pu berner les Troyens en se cachant dans un cheval en bois est une idée foncièrement grotesque. Pourtant, nous l'acceptons. Le cheval transformé en lapin géant ne fait que souligner la drôlerie initiale du mythe. Imaginez les Grecs se cacher dans un cheval en bois et attendre la nuit pour surgir et casser la gueule aux Troyens. Imaginez les Troyens assez bêtes pour n'avoir rien remarqué. Les romans de Chrétien de Troyes sont comiques. Les histoires de chevalerie sont comiques. Elles ne sont pas sérieuses. Elles n'ont probablement pas même vocation à l'être. Si les humoristes de l'époque d'Harakiri ou du Monty Python's Flying Circus ont des faux airs de chevalier, c'est que les histoires de chevalerie étaient déjà des histoires comiques. Le non-sens est déjà là, partout, dans la fiction comme dans la réalité, mais il se part parfois, chez les plus naïfs, d'une apparence de sens. Comme celui des mecs un peu druides, l'art du non-sens est une levée de voile sur l'absurdité que nous acceptons dans les récits ou dans les mythes. Ce que nous appelons non-sens, c'est au contraire une donation de sens pour une matière qui est, elle, totalement non-sensique, l'activité humaine. L'art des Monty Python passe avant tout par la mise en scène de la frustration provoquée par la réalité, par le fait qu'elle soit si contraire à ce qu'on en attend. Comme dit Michael Palin, tu prévois quelque chose et un tout petit détail vient tout détruire, parce que les êtres humains sont ainsi. Je pense que c'est un élément essentiel de l'humour, qui consiste à rabaisser toutes ses prétentions à un certain niveau. C'est au caractère frustrant de la réalité que s'attaque l'humour. Nous rions parce que c'est triste à pleurer. Nous rions parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls à trouver tout ça triste à pleurer. Par ce rire, nous obtenons une compensation à ce que la réalité a de terrible, d'horrible, mais en rire ne lui enlève rien de ce qu'elle a d'affreux. En riant, nous ne nous réfugions pas dans une illusion de récompense. En riant, nous faisons advenir de la lumière. Comme dit Jésus à Marie-Madeleine dans le dialogue du Sauveur, le corps pleure à cause de ses œuvres et l'esprit rit à cause de la lumière. Ce qui nous fait rire, c'est que l'homme ait inventé de pendre l'homme, et peut-être qu'à force d'en rire, nous le dissuaderons de continuer à faire souffrir inutilement ses semblables. Mais pour cela, il faudrait un très très grand rire, un rire que nous ne connaissons pas encore. Ce n'est pas tout. La non-résolution étant la signature humoristique de Monty Python, la nouveauté la plus frappante qu'ils apportaient à la télévision anglaise, et jusqu'à Sacré Graal et sa fin abrupte, la non-résolution de la quête du Graal fonctionne alors comme un précédent inattendu à leur art. Il y a un parallélisme troublant entre le récit inachevé de Chrétien de Troyes et les blagues sans chute des Pythons. Mais c'est justement là où il faut apporter une nuance, et de taille. À la différence de presque tous les autres spécialistes du roman de Chrétien de Troyes, Philippe Walter défendra dans son livre Perceval, le pêcheur et le Graal, publié en 2004, l'idée que le conte du Graal, contrairement aux apparences, n'est pas inachevé. Le roman se termine de façon abrupte, mais cette fin est bien la fin du roman tel que conçu par Chrétien de Troyes. C'est parce que nous ne savons pas le lire que nous en attendons quelque chose en plus et que le roman n'a pas besoin de nous donner. Tout ce que nous avons à savoir est déjà dedans, mais nous passons sans cesse à côté, faute de savoir lui poser, comme Perceval, les bonnes questions.
L'idée répugne à de nombreux critiques que Chrétien de Troyes ait pu composer une œuvre littéraire à caractère hermétique, écrit Philippe Walter. Pourtant, l'art médiéval du symbole tend naturellement vers l'ésotérisme comme une tentative de signifier à plus haut sens. Loin de dissimuler au lecteur des vérités difficiles, il l'appelle à méditer plus profondément sur les signes disséminés dans le texte. Le merveilleux n'est pas une pure imagination des écrivains, il est sédiment ou héritage mythique. Ces fragments de mythes décomposés ne retrouvent ainsi leur cohérence que lorsqu'on les replace dans la symbolique du temps cosmique, mais le secret reste bien gardé et les véritables questions sur la féerie n'ont pas été posées par Perceval. Et de même que le conte du Graal est achevé, mais que nous ne le voyons pas, il y a un sens de la vie donné par Monty Python dans leur cinéma, un sens de la vie qui nous échappe alors qu'il est là, et même deux. On les trouvera en 1983 dans leur dernier film, Le sens de la vie. Le premier à la fin du film, dans une séquence appelée tout simplement « La fin du film ». Try and be nice to people, avoid eating fat, read a good book every now and then, get some walking in, and try and live together in peace and harmony with people of all creeds and nations. C'est ça, la fin du film. Et il y en a un deuxième. Mais il nous est donné de sorte à ce qu'on ne le voit pas. C'est probablement ce qu'ils ont dit de plus sérieux, de plus métaphysique dans leur cinéma. Et c'est dit à un endroit où personne ne peut y prêter réellement attention. Et jusqu'au fait qu'on n'y prête pas attention fait partie du gag. C'est dans la scène où les membres du comité d'administration de la très grande compagnie américaine discutent des résultats d'une enquête sur le sens de la vie. Now, Harry, you've had some thoughts on this? That's right, yeah. I've had a team working on this over the past few weeks, and what we've come up with can be reduced to two fundamental concepts. 1. Les hommes ne portent pas assez de chapeaux. 2. Matter is energy. In the universe, there are many energy fields which we cannot normally perceive. Some energies have a spiritual source which act upon a person's soul. Cependant, cette âme n'existe pas ab initio, contrairement à ce qu'enseigne le christianisme. Elle doit être amenée à l'existence par un processus d'introspection guidée. Malheureusement, cela arrive rarement, dû à cette capacité chez l'homme de se laisser distraire par les trivialités du quotidien. What was that about hats again? Ce passage, c'est mon ami Frédéric Borde qui me l'a fait remarquer. Je ne me souvenais que du fait que les gens ne portent pas assez de chapeaux. Et pourtant, j'avais vu le film près d'une centaine de fois. C'est ça, le non-sens de la vie. Merci d'avoir vu cet épisode de la fin du film et rendez-vous dans 1 mois pour le suivant. Dans celui-ci, nous parlerons de Man on the Moon de Milos Forman. Continuez à nous proposer des films que vous aimeriez voir dans la fin du film. Tout au long de cette année, nous ferons les exégèses des films que vous avez plébiscités en commentaire. Si vous avez aimé cette quête du Graal qu'on a déjà, et cette guérilla exégétique qui tente de donner du sens au non-sens, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast. Soyez gentils avec les gens. Merci pour le grand poisson.